Le débat. Allez, 18h46, la deuxième partie du débat sur BFM Business avec Audrey Tcherkov, avec Nathalie Janson, avec Rodolphe Bonas, avec Emmanuel Le Chypre. On a un cocorico, figurez-vous, parce que c'est le gouvernement qui nous a dit ce matin fièrement que sur les 9 premiers mois de l'année, les exportations de la France avaient progressé de 20% par rapport à la même période de l'an dernier. Ça n'a pas empêché le déficit commercial de glisser sensiblement, je vous en parlerai dans un instant. Mais écoutez Arnaud Montebourg, qui était sur BFM Business ce matin, qui dit quoi qu'il en soit, il faut continuer de toute façon à relocaliser au maximum. Écoutez l'ancien ministre ce matin. Nous, on a 70 millions de bouches à nourrir. Donc, on ne peut pas être dépendant des autres et on a besoin de produire sur place, ne serait-ce que pour nos propres besoins. Il y a l'impératif écologique qui est là pour nous le rappeler, mais aussi l'impératif souverain de liberté. On ne peut pas dépendre des autres, sinon nous perdrons notre liberté. Et la France est un pays qui aime sa liberté. Ce que je veux dire, c'est que le déficit commercial de la France, malgré ce petit regain d'exportation, c'était 85 milliards d'euros de déficit l'an dernier. Et là, sur 12 mois, on est à 139 milliards d'euros. Donc, est-ce que ces chiffres qu'on nous a demandés ce matin ne sont pas un cache-misère d'une certaine façon? Oui, de toute façon, on peut tout faire dire aux chiffres. Il faut quand même dire que 2021 s'est quand même soldé par un rebond de nos exportations, après une année forcément 2020 qui a été ultra marquée par un ralentissement du commerce au niveau mondial, puisque nos exportations ont quand même atteint 500 milliards d'euros, donc une hausse de 17%. Maintenant, elles sont restées inférieure, c'est vrai, par rapport à nos voisins européens, et c'est notamment dû au fait que la spécialisation sectorielle de nos exportations, justement, dans lesquelles les matériels de transport occupent une place importante, nous pénalise. Oui, c'est sûr. C'est-à-dire que en fait, on a quelque part, au niveau mondial, presque une stratégie produit qui est un petit peu dans le moyenne gamme, si j'allais dire. Ça veut dire que... Trop cher par rapport à la qualité. Oui, c'est-à-dire que par rapport... On a certains secteurs de très haute excellence que l'on connaît par cœur dans le très haut luxe, mais dans les produits, j'allais dire, de masse, eh bien, très vite, la France se retrouve, c'est le produit moyen. C'est-à-dire, c'est pas du grand luxe et c'est pas du low cost. Et on est à peu près entre ces frontières-là, ce qui fait que lorsque nos clients ont envie de s'acheter la qualité, ils se tournent vers, on va dire, nos voisins allemands. Et lorsqu'ils ont envie de s'acheter du low cost, ils vont vers d'autres pays qui produisent sans doute à moins cher. Donc, on est vraiment presque dans une stratégie. C'est presque le Kotler et du bois, si vous voulez. C'est-à-dire, on est dans une stratégie marketing presque basique. Les gars, il faut réfléchir au positionnement produit. Et pourtant, le Made in France, c'est plutôt gage de qualité. C'est une signature, mais vous avez des secteurs entiers dans lesquels on est dans le moyen de gamme. Manuel, non, il dit non. Non, la majorité du Made in France, c'est quand même de la qualité espagnole au prix allemand, vous voyez. Donc, non, mais si, il faut être vu comme ça. Le sens de la nuance. Non, mais attendez, il y a plusieurs choses. Alors, il y a des choses spécifiquement françaises. Bon, dans tout ça, il y a beaucoup de choses, et dont des choses très intéressantes. Bon, d'abord, quand on dit 20% d'augmentation, c'est en valeur. Oui. Là-dedans, vous enlevez 10% d'inflation. Oui. Bon, voilà. Après, ce qui est très intéressant, c'est de voir notamment qu'il y a effectivement une très forte demande, et notamment une demande américaine pour les produits européens. Et vous voyez qu'aujourd'hui, les flux commerciaux entre les États-Unis et l'Europe sont extrêmement intenses. Et c'est Benaouda Abdelhaim qui nous apprenait ça ce matin dans la matinale. Le trafic aujourd'hui du port de New York est devenu supérieur à celui du port de Los Angeles. Donc il y a bien un afflux massif, il y a une intensification du commerce des États-Unis et entre les États-Unis et l'Europe, ce qui permet à Joe Biden et aux Américains de dire mais attendez, là vous allez encore nous réclamer des exemptions, etc. De quoi vous vous plaignez? L'Amérique achète à tour de bras des produits européens et la faiblesse de l'euro n'est sans doute pas étrangère à ça. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Produits européens, pas français. Après, effectivement, sur le commerce extérieur français, il faut après effectivement regarder le juge de paix qui est quand même le solde commercial. Et alors on peut imputer effectivement à l'énergie, à tout ça, effectivement la dégradation de notre balance commerciale, sauf que si on regarde nos voisins européens, ils ont les mêmes problèmes que nous. Et quand vous voyez par exemple que l'Espagne fait à peu près 30 milliards de déficit, l'Espagne qui était considérée comme un pays qui n'était pas un champion du commerce, je veux dire, il y a une vraie exception française et une vraie catastrophe française en matière de commerce extérieur qui tient effectivement au fait que nous avons
3 secteurs aujourd'hui qui sont performants, qui L'aéronautique. sont l'aéronautique, qui sont le luxe et l'agroalimentaire. Et quand attendez, l'agroalimentaire, c'est le vin. Exactement. Exactement. Parce que quand on dit l'agroalimentaire, c'est même ça qui est encore plus inquiétant. C'est le vin C'est que c'est les vins et spiritueux. 15 milliards, c'est le deuxième excédent. Après l'aéronautique. Oui, mais attendez, ça veut dire que même si on exclut les vins et spiritueux, le reste de l'agroalimentaire est déficitaire. Et donc, on est quand même sur une base exportatrice qui est quand même extrêmement limitée. Nathalie. Je ne ferai qu'acquiescer ce qu'a dit Emmanuel. De toute façon, ces histoires de plus de 20%, ils mélangent des augmentations de prix. Donc, je veux dire, voilà, il y a une valorisation qui est plus élevée. Vous avez eu, alors le fait qu'on vende plus aux États-Unis, en effet, est sans doute imputé à une cumul du fait qu'on a un euro qui s'est affaibli face au dollar, plus les difficultés d'aller en Asie. Donc voilà, c'était très bien pour les Américains, ils se sont régalés. Et par contre, on voit bien que les limites de ces résultats satisfaisants, c'est que en fait, ça couvre une misère, et notamment le fait que la désindustrialisation française, en tout cas le fait qu'on n'ait pas réussi comme on aurait pu réussir, fait que notre commerce ne repose que sur vraiment les produits français typiques, donc comme vous l'avez dit, le vin, voilà, qui est vraiment et les autres produits de luxe, et à part l'aéronautique où en plus c'est un consortium, en fait il n'y a pas grand chose d'autre. Voilà. Et d'ailleurs, alors moi il y a une enquête qui m'a frappé ce matin et qui m'a énormément rassuré sur finalement les compétences économiques des Français, parce qu'on dit les Français ils sont nuls en économie. Quand j'entends Arnaud Montebourg, c'est en général ce qu'on entend, les Français sont nuls en économie. Et c'est Iban First qui a fait cette enquête sur le commerce international. Et il y a 90% des Français qui considèrent que le commerce international c'est profitable, que ça fait du pouvoir d'achat en plus, que ça fait. J'aurais bien voulu voir l'échantillon. C'est assez spectaculaire. Quand on entend Arnaud Montebourg qui confond quand même toujours localisation et souveraineté et indépendance, parce que ce qui est gage de souveraineté, c'est la sécurisation de vos chaînes d'approvisionnement. C'est pas forcément le fait de produire chez vous. Et là-dessus, j'ai trouvé que les Français, ils étaient d'une lucidité. Ils disent c'est bon pour l'emploi, ils disent c'est bon pour la paix, etc. Les échanges internationaux. Je me suis dit mon Dieu, David Ricardo est encore vivant dans l'esprit des Français. Allez. Et voilà. Et Jean-Marc Daniel va bien dormir sur ses 2 oreilles. Voilà, il va être content. Voilà pour les exportations. Il nous reste 3-4 minutes. Vous achetez les RER d'Emmanuel Macron dans les 10 grandes métropoles françaises. Alors, il n'y a rien de nouveau, parce qu'il y a déjà des projets amorcés en ce sens du côté de Lille, de Bordeaux, de Toulouse, de Strasbourg notamment. Oui, bien sûr, tout le monde y est. Certains disent déjà sur les réseaux sociaux, bien sûr, ça sera bientôt le RER aussi en région, mais avec les mêmes problèmes que le RER. Voilà, c'est-à-dire que la réalité, c'est sûr que c'est déjà enclenché. Il ne faut pas imaginer que ces grandes métropoles-là, tout d'un coup, découvrent qu'il existe des transports en commun et qu'on peut monter des plans par rapport à ces sujets-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que massivement et très concrètement, ce secteur est un secteur essentiellement subventionné. C'est-à-dire que c'est la collectivité locale qui doit faire les efforts pour pouvoir fournir ce type de service. Alors il y a des métropoles, c'est vrai, qui sont particulièrement en déficit par rapport à d'autres. C'est-à-dire que si vous comparez par exemple Marseille, le Grand Marseille, que vous comparez le Grand Bordeaux, le Grand Lyon, vous allez voir des différences, des aspérités qui sont très grandes. Donc c'est vrai qu'il va falloir... Ce qui est un petit peu étrange, un petit peu comme c'est l'habitude d'Emmanuel Macron, c'est qu'on a la sensation, nous on découvre à la rigueur une mesure à venir, mais on a la sensation que l'ensemble du staff aussi découvre. Beaucoup l'ont découvert là. Voilà, c'est-à-dire que comme c'est pas la première fois, on a du mal à imaginer comment est-ce qu'il va arriver à embarquer un projet aussi lourd si jamais tout le monde le découvre quand il est en train de l'évoquer sur les réseaux sociaux. Donc ça serait bien peut-être de préparer les choses un peu à l'avance pour Nathalie, une grosse minute puisse avancer là-dessus. Oui, les sujets des transports, c'est sûr que c'est un sujet important. Alors, je ne sais pas si c'est pour ça qu'effectivement il y a le serpent de mer absolu. Exactement. Alors est-ce que c'est pour ça qu'il s'est dit tiens, c'est peut-être le moment que je le fasse? Mais c'est vrai que oui, c'est important parce que dans le contexte actuel, plus le fait qu'on veut réduire les émissions, qu'on veut avoir des villes où il y a moins de voitures, il faut forcément avoir un réseau de transport en commun qui soit efficace. Donc oui, c'est un bon moment pour le... Efficace et massivement emprunté. Oui, et massivement emprunté. Oui, tout à fait. Il est efficace mais pas emprunté. Exactement, il est efficace mais les pas gens emprunté. ne vont pas... Mais attendez, on est bien d'accord sur le fait qu'augmenter les prix et avoir un pass Navigo à 80 €, c'est quand même largement anti-écologique.
Enfin, les gens vont forcément moins utiliser. Sauf que les gens ne payent commun. déjà que 30% du vrai prix Et des voilà. transports. Et voilà. Oui. Donc il y a un moment où la subventionnite, Elle a des ça se limites. calme. Moi, en Oui. fait, ce qui m'attriste dans tout ça, c'est le manque. 30% des prix. Excuse-moi, mais il faut rajouter aussi le fait que la plupart aussi sont subventionnés par pris. les entreprises. Par les Oui, entreprises, oui, c'est parce payé. qu'on met ça bout à bout. Non, moi, ça- ce qui moitié m'inquiète, du c'est que je trouve qu'il n'y a pas de réflexion. Finalement, c'est une réflexion du XXe siècle, cette idée de RER. Parce qu'en fait, Oui. c'est le paradoxe, mais qu'est-ce que la qualité des transports en commun? Parce que le RER, au début, si vous voulez, ça marchait extrêmement bien, et il est en fait victime de son succès. Il y a aujourd'hui. trop de Mais pourquoi? voyageurs. Parce que c'était cette idée que grâce à une mobilité absolument fulgurante, on allait pouvoir finalement loger les gens à l'est, les faire travailler à l'ouest, etc., etc. Et est-ce qu'il n'y a pas une réflexion plus profonde à avoir aujourd'hui sur ce que c'est que le nouvel urbanisme, sur les nouvelles proximités? Je pense à toutes les réflexions sur la ville du quart d'heure, par exemple, qui sont extrêmement intéressantes. Est-ce que l'alpha et l'oméga aujourd'hui de la mobilité en ville, c'est de permettre aux gens de se déplacer le plus rapidement possible d'un endroit à un autre? Oui, bien sûr, il faut des bons transports en commun. Mais est-ce que la réflexion doit se cantonner à ça? Non, C'est-à-dire non, Emmanuel, parce qu'on peut rajouter aussi tous les enjeux et tous les défis de connectivité sur lesquels on est quand même très loin du compte. Je vous le rappelle qu'il y a encore des zones blanches qui sont considérables, même à l'intérieur de zones où il y a une très forte densité de population. Donc j'ai complètement dans votre sens, qui est de dire ces nouveaux enjeux de la mobilité sont à la fois là pour se déplacer, mais aussi pour être connectés, parce que les deux vont dans le même sens. Eh ben, vous aurez des RER. Mais tout ça devra aller quand même avec une moindre mobilité globale. Bah oui, c'est sûr. Voilà pour ce sujet. On n'a pas fini d'en parler. Le télétravail, c'est ça. Et en espérant que les coûts déraperont pas trop s'il y a des RER en région. Comme, Et sachant qu'il y a quand même tout un tas de villes dans lesquelles il y a des tramways oui, qui circulent quand même qui se marche très bien. relativement vides à longueur de journée. Oui. Je pense à Avignon, par exemple, où vous avez quand même des mystères, des dessertes incroyables entre des gens qui n'intéressent personne, enfin, sur des zones qui n'intéressent personne. C'est quand même assez... Donc déjà, si on peut corriger tout ça, ce sera pas mal. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous les trois d'être venus. Merci. Nathalie Merci. Janson, professeur à Neoma Business School, Rodolphe Bonas, PDG du groupe Aristide Retail Technologies, et Emmanuel Le Chip. Merci beaucoup. Non, je Oh là là, je crains le pire. je repense aussi au cas de Toulouse, où pour faire plaisir à certains lobbies, le tramway ne va pas jusqu'à l'aéroport. Vous voyez, donc il y a, enfin, sauf erreur de ma part. Et à un moment, c'était ça. Donc franchement, il y a des choses quand même à corriger avant de se lancer dans des grands travaux Mais d'infrastructure. quoi, on finit à pied, c'est ça ou... Il y aura Taxi, oui. En taxi. Un taxi. en je taxi, pense. par exemple. Voilà, ou à vélo. Pourquoi Voilà. Par hasard. Une situation comme ça. Merci en tout cas. Ça aurait été dommage de passer à côté celle-là. Merci à tous les trois. 18h58, on est en retard. Dans un instant, c'est le journal. C'est ça, et si vous avez raté une partie de ces échanges, c'est à retrouver sur toutes nos plateformes et ça s'affiche notamment en replay sur vos écrans si vous êtes devant votre télévision. Et puis la billetterie donc des Jeux Olympiques, on sait comment ça va marcher depuis ce matin. C'est la ministre des Sports. Hein. Qui vient nous en parler, beaucoup de questions à lui poser. Dans un quart d'heure, à tout de suite. Good Evening Business.